arrivera à avoir un budget ne serait-ce que cohérent. Non, mais on n'aura pas de budget cohérent. De toute façon, les députés ne sont pas dans une volonté aujourd'hui de faire un budget cohérent pour sauver la France. Ils sont là pour faire le cirque et pour foutre le bordel à l'Assemblée nationale. On voit bien très bien qu'il n'y a aucune cohérence. Tous les députés ? Quasiment une grande partie. On voit bien, en tout cas ceux qui sont présents, sont là uniquement pour se donner en spectacle. Ça donne pas une grande image de la politique. Mais que dire de ceux qui sont pas présents alors ? Oui, aussi, vous avez tout à fait raison. Mais je pense que l'ensemble, je pense pas que l'activité à l'Assemblée nationale reflète une bonne image de la politique, alors que les Français ont surpris par un sursaut démocratique très important en juin dernier. Mais vous avez des gens. On nomme Babar. On le découvre dans le Parisien aujourd'hui en France. Je cite un de ses proches. Babar est un mec hyper solide, comme le roi des éléphants. Il garde toujours son calme. On le respecte. Et il rassure malgré un costume un peu trop large. Est-ce que cette description vous convient, William T ? Oui, plutôt. En fait, Michel Barnier, quand on regarde son parcours, c'est quelqu'un qui a évolué, qui n'était pas qui arrivait à des fonctions auxquelles on ne pensait pas qu'il pouvait réussir, le Brexit ou différentes fonctions comme la fonction de commissaire européen. Et là maintenant, il arrive Premier ministre, alors que finalement personne ne voulait véritablement gouverner. Vous dites qu'il surprend à chaque fois, en fait. Il surprend à chaque fois et au final, on est plutôt agréablement surpris. Il n'y a pas de moment où on dit tiens, Michel Barnier était vraiment mauvais, était vraiment nul. À chaque fois, il a soit très bien réussi sa fonction, soit il a surpassé par rapport aux attentes. Et je pense que c'est ça le rôle notamment d'un personnel comme lui, c'est de dépasser les attentes qu'on a de lui. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit redresser les comptes après un nombre de dérapages assez important. Il doit essayer de redonner de la crédibilité à la parole publique qui a été certes dépassée notamment ces dernières années. Et surtout, il doit retrouver et combattre la chose la plus importante et qui explique le résultat des élections législatives, qui est l'impuissance publique française. C'est-à-dire qu'on décide quelque chose, mais c'est jamais mis en exécution. On dit on est très bon dans les constats, on dit qu'il y a des problèmes d'insécurité, mais on n'arrive pas à combattre l'insécurité. On dit qu'on a trop de flux migratoires, mais on n'arrive pas à stopper les flux migratoires. On dit qu'on a une dérive des déficits publics et de la dette, on n'arrive pas à régler les déficits publics et la dette. Je tiens quand même à rappeler qu'on n'a pas présenté un budget à l'équilibre depuis 1974. Et enfin, il doit essayer de faire en sorte de pouvoir renouer et de faire en sorte que la France ne soit plus l'homme malade de l'Europe et qu'elle puisse retrouver son rang à la fois sur la scène européenne et dans le monde pour retrouver une voie originale qui a fait notre singularité depuis l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958. On dirait revendication des gilets jaunes. Coup de com' ou c'est crédible ? Non, je pense qu'il le voit vraiment. On voit bien que tous les problèmes qu'on a connus en France depuis plusieurs années, en fait, n'ont pas été résolus. Pour différentes raisons. Je vous pose cette question. Pourquoi ? Parce que dire, d'un côté, je me replonge dans les revendications des Gilets jaunes, dont le mouvement est né à cause de la hausse du prix de l'essence, et de l'autre, augmenter les taxes à peu près partout, y compris sur l'énergie, ça manque quand même pas de sel. Non, mais en fait, je pense qu'il y a quand même deux choses à distinguer. C'est-à-dire que on peut reprocher son budget. Et moi, je trouve qu'il y a des points qui sont problématiques, notamment certaines hausses de taxes qui ne vont pas dans le bon sens, notamment qui réduisent l'attractivité française. Ensuite, après, pour des raisons spécifiques, c'est que il a été nommé Premier ministre très tardivement. Il a pu composer un gouvernement que très tardivement. Et en fait, vous devez régler un budget, trouver 60 milliards en quelques jours. Donc, vous pouvez pas le faire autrement que de prendre les mesures qui ont déjà été préparées par Bercy et par un ensemble de l'inspection des finances, etc. L'autre point ensuite, après, c'est de préparer un cap une fois que vous avez dépassé ce budget et donc voir quels sont les problèmes profonds en France. Et je trouve qu'on peut pas à la fois dire qu'il y a des technos qui sont déconnectés, enfin en tout cas c'est l'image qu'on peut avoir lui notamment dans ses fonctions européennes, et de l'autre côté qu'il soit notamment proche et donc qu'il puisse prendre en compte les différentes revendications. Qu'est-ce qui se passe notamment en France actuellement ? On a eu à peu près 3 phénomènes. Le premier, c'était qu'en fait on a eu une politique qui était centrée sur la métropolisation, c'est-à-dire que depuis des années on se concentre sur les grandes métropoles. Il y a eu la France périphérique qui s'est révoltée lors de la crise des Gilets jaunes, et il y a la France rurale qui s'est révoltée lors de la crise des agriculteurs. Ces gens-là n'ont pas disparu. Il y a toujours des crises profondes qui expliquent pourquoi est-ce qu'il y a des décalages entre la France des métropoles et la France périphérique, et pourquoi est-ce que la France rurale est actuellement en sécession, notamment parce que les phénomènes qui concernaient uniquement la métropole, les problèmes d'immigration, les problèmes d'insécurité, touchent maintenant les différents quartiers de France périphérique et de France rurale, notamment, on voit bien, avec l'augmentation du trafic de drogue. Et il y a également des problèmes qui sont très profonds en termes d'équilibrage et en termes de niveau de vie. Si aujourd'hui vous habitez dans la France rurale et dans la France périphérique et que vous avez un prix de carburant qui est élevé et que vous êtes touché par l'inflation, comment vous faites pour vivre dignement et pour pouvoir avoir des loisirs? Quand vous dialoguez dans l'ensemble des endroits qui sont touchés par ces zones, donc qui sont éloignés des grandes métropoles, à 30, 40, 50
50 km, vous n'avez pas d'activité. Et c'est ça le véritable problème. Et la réponse du gouvernement est aussi à cela de taxer davantage les voitures. Non, je pense que c'est pas une question de... Le gouvernement fait ce qu'il veut. On voit bien dans l'interview de Michel Barnier qu'il y a deux choses. C'est de répondre à un budget maintenant pour éviter quelque chose qui serait plus grave que ce qu'on est maintenant. C'est ce qu'on appelle un phénomène à la Grèce. Et ensuite, après, il dit très bien qu'il veut donner un cap à partir de décembre. C'est-à-dire que là, on aura le véritable projet de Michel Barnier qui n'est pas celui imposé par les marchés financiers, par Bercy et par les arbitrages faits par Attal, notamment avant qu'il quitte Matignon. Ce que je trouve de loi de finances de la sécurité sociale, 2200 amendements déposés, une bonne partie, 40% déposés par des députés de la majorité présidentielle des macronistes. Ah oui, non, mais moi je mets tout le monde dans le même sac. Je pense que ça donne pas honneur à la politique quand vous avez des gens qui essayent par amendement de baisser la contribution de la France à l'Union européenne. Ça, c'est le Rassemblement national. Oui, voilà. Ensuite, après, vous avez des gens. Pourquoi il faut pas le faire? Non, mais vous n'êtes pas d'accord? Tout simplement pour une bonne raison, c'est que ils disent que tout le monde l'a fait sauf nous. C'est l'argument de Jean-Philippe Tanguy. Non, mais c'est une question d'engagement. C'est-à-dire que nous, on essaie de retrouver de la crédibilité par rapport à notre parole. Si par cas, notamment parce qu'on n'arrive pas. Pourquoi on fait ce budget? Parce qu'on a promis à nos partenaires européens pour lesquels on est solidaire, parce qu'on a une même monnaie, d'avoir fait un budget à l'équilibre ou de respecter le critère des 3% depuis des années. On n'a pas été foutu de le faire depuis des décennies. Donc aujourd'hui, on essaie de rattraper les pots cassés avec des déficits qu'on dérapé. Mais depuis François Hollande. Depuis François Hollande. Après, c'est Macron qui avait fait passer à 3%. Ensuite, après, sur la question, donc aujourd'hui, on essaie de retrouver de la crédibilité. L'autre point sur lequel on a besoin, c'est de retrouver de la cohérence et une ligne économique qui soit claire. Là, vous avez des gens qui, en fait, essayent de jouer les marioles, qui essayent de retourner dans leur circonscription en disant voilà, moi j'ai fait voter tel texte, mais en vérité ils savent très bien que le texte ne passera pas. Ils veulent juste piéger Barnier pour l'obliger à prendre des positions le plus contradictoires possible. L'objectif d'un budget, c'est de proposer un cap qui soit cohérent, une stratégie économique qui soit cohérente. Là, il y en a pas dans la mesure où en fait vous avez une assemblée qui en fait propose des textes qui sont contradictoires les uns avec les autres. Donc on est d'accord qu'on va tout droit vers un article 49.3, comme ça personne n'osera censurer le gouvernement, mais personne ne votera le budget. Je pense qu'il y a une autre solution, c'est que le texte ne sera pas voté à l'Assemblée, il passera au Sénat, le Sénat proposera une version, et je pense qu'ensuite après en commission mixte paritaire, là on aura des gens qui seront à peu près raisonnables et qui penseront à l'intérêt général plutôt qu'à leur petite personne. Eh bien on sera avec vous deux pour en redébattre une autre fois sur Sud Radio. Merci Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Merci à vous William T, fondateur du think tank Le Millénaire.